Je m'appelle Sophie Devos. Avec ma collègue Louisiane Carvalho, on travaille à Santé publique France ici en Guyane. Et on a l'honneur de commencer cette session pour vous présenter les actualités, les évolutions récentes de l'épidémiologie du paludisme et de la dengue en Guyane. Mais tout d'abord, qui sommes-nous? Donc Santé publique France, c'est l'Agence nationale de santé publique. C'est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Santé qui a été créé en mai 2016 par fusion de l'INVS, la réserve sanitaire et l'INPES. Et nous avons plusieurs missions, dont celle d'assurer la mise en œuvre d'un système national de veille et de surveillance, d'améliorer la connaissance sur l'état de santé de la population et de promouvoir la santé et de répondre aux crises sanitaires, notamment avec la réserve sanitaire. En Guyane, on est une petite équipe de 6 et on est également un site d'accueil pour internes et stagiaires. Voilà, je laisse la parole à Louisiane. Merci, bonjour à tous et encore merci pour l'invitation. Donc nous allons démarrer avec le paludisme. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le fardeau du paludisme en Guyane a diminué au cours des dernières années, en particulier depuis la fin des années 2000. Vous voyez sur la figure à droite en bleu le nombre annuel d'accès palustres diagnostiqués via le système de santé. Donc nous sommes passés de 3300 environ accès en 2028 à environ 200 en 2019. Et cette baisse s'est poursuivie. Le niveau le plus bas a été atteint en 2022 avec seulement 51 accès recensés sur le territoire via le système de soins. Cette situation a conduit l'Organisation mondiale de la santé à proposer à la France d'entrer dans l'initiative d'élimination du paludisme à l'horizon 2025, donc ce qui a été accepté fin 2021. Cependant, donc, ce que je vais vous présenter, l'évolution de la situation récente va un peu contrecarrer cette perspective. Un mot sur le dispositif de surveillance. Donc, il est coordonné par Santé publique France depuis 2007. Nous réalisons une analyse hebdomadaire des données de patients ayant un diagnostic biologique positif à Plasmodium, réalisé dans une structure de soins. Et nos principales sources de données sont les laboratoires, les centres délocalisés de prévention et de soins, les forces armées en Guyane, la collectivité territoriale et le Centre national de référence paludisme qui est hébergé à l'Institut Pasteur de la Guyane. Donc cette analyse spatio-temporelle, nous la réalisons chaque semaine et nous transmettons l'interprétation à l'Agence régionale de santé, ce qui lui permet d'orienter les mesures de prévention et de gestion qu'elle décide de mettre en place. En 2023, donc, nous avons comptabilisé 340 accès, dont 76% uniquement pour les 2 derniers mois de l'année. Donc il y a vraiment une évolution particulière sur cette fin d'année 2023. Ce qu'on a observé, c'est que la distribution des accès par structure de diagnostic a évolué également l'année dernière, puisque habituellement, la majorité des accès étaient diagnostiqués en centre de santé. Et en 2023, la majorité finalement était diagnostiquée en laboratoire. Et on a noté en parallèle une hausse des accès parmi les militaires. Concernant les espèces plasmodiales, bon, sans surprise, Plasmodium vivax est majoritaire. Et en revanche, on a noté une baisse de la part des réviviscences qui représentait 20% des accès à vivax contre 32% en moyenne sur les 5 années précédentes. Les cas étaient âgés en moyenne de 35 ans. On note également une légère hausse de l'âge moyen. Les hommes étaient 2 fois plus nombreux. Et concernant les cas hospitalisés, on en a dénombré 77, dont 64% justement sur cette période de forte recrudescence en fin d'année. Vous voyez sur le graphique en bas à droite, donc en barre, le nombre d'accès annuels entre 2011 et 2023. Et la courbe bleu turquoise, donc c'est la part d'hospitalisation qui était la plus élevée depuis la mise en place de cette surveillance hospitalière, qui s'explique probablement par des pratiques différentes entre les praticiens, notamment entre l'hôpital de Kourou et l'hôpital de Cayenne. On n'a pas observé d'évolution notable de la sévérité, c'est la courbe violette, et il n'y a pas eu de décès à l'hôpital répertorié en 2023. Concernant les zones de transmission, une majorité des accès hors réviviscence sont contaminés sur le territoire, près de 70%. 13% sont importés,
majoritairement du continent africain pour les accès à falciparum, vous voyez sur la figure à droite, et du Brésil pour les accès à Vivax. Concernant les contaminations autochtones, elles ont eu lieu majoritairement sur des sites d'orpaillage en zone rurale piste et en zone urbaine périurbaine. Je vais détailler sur la diapositive suivante. Mais d'abord, un mot sur la distribution des accès par commune présumée de contamination. Alors, sans grande surprise, on a Saül, j'avais un peu envie de dire comme d'habitude, c'est une des communes pour lesquelles on a une incidence la plus élevée. Vous voyez sur la barre en rose les incidences, en gris le nombre de cas. Par contre, l'évolution marquante de l'année dernière, c'est justement le nombre de cas contaminés sur les communes de Kourou, Roura et Montsinéry. Il faut savoir que donc l'incidence sur Kourou, elle était près de 2 pour 1000. Et l'OMS considère comme une zone de forte transmission les zones qui dépassent les incidences de 1 pour 1000 habitants. Montsinéry, c'est la première fois depuis la mise en place du dispositif qu'on rend compte de contamination sur cette commune. Et Roura n'a jamais eu une incidence aussi élevée de près de 12 pour 1000. Alors vous avez là la carte qui représente le risque paludisme. C'est une carte qui est disponible dans le bulletin de santé publique que nous avons publié en mai dernier, dont vous avez le lien. Ce fond de carte donc, a 3 couleurs. Orange, ce sont les zones de forte transmission. Jaune, de faible transmission. Et en vert, où il n'y a pas eu de transmission répertoriée. C'est une mise à jour de données du mois de septembre 2023. Et donc, on y a rapporté les zones de transmission actives qui ont été relevées pour l'année 2023 et notamment pour la fin d'année 2023. Et ce qu'on observe, c'est vraiment un glissement finalement des zones de transmission depuis le centre de la Guyane et l'intérieur, mais aussi la zone Maroni, vers le littoral. En particulier, donc on a eu un premier foyer sur Matoury, Orbourg, ensuite Regina en cours d'année 2023 et en fin d'année 2023, donc novembre-décembre, une recrudescence importante à Saint-Georges qui n'avait pas été observée depuis l'année 2018. Et puis voilà, un ensemble de foyers sur les communes de Kourou, Montsinéry, Roura, en lien avec notamment l'activité d'orpaillage. Pour 2024, on a tout de même une évolution favorable de la situation, même si le nombre d'accès dépasse celui observé en 2023. Il va sûrement atteindre et dépasser les 400 accès pour l'année en cours. Donc vous avez le graphique avec la représentation de l'évolution mensuelle du nombre d'accès, et en bleu, donc cette évolution pour les 9 premiers mois de l'année 2024. On note quand même une tendance à la baisse. Un fait particulier qu'on a pu constater pour 2024, c'est quand même la hausse de la part des reviviscences parmi les accès à Vivax. Elle atteint 41%. Pour rappel, elle était de 20% en 2023, année complète. Et parmi les zones de contamination, on retrouve globalement la même typologie qu'en 2023, les zones rurales pistes, zones urbaines périurbaines et zones d'orpaillage, sur globalement les mêmes communes. Alors, les perspectives, justement, nous suivons avec attention l'évolution de la situation, puisqu'en septembre, là, ce que j'ai entouré en bleu, là, on a la même situation quasiment qu'en 2023, à la même période. Donc, à suivre l'évolution pour les mois à venir. On sait déjà que pour le mois d'octobre, nous allons dépasser le nombre d'accès recensés en septembre dernier, et à voir donc, ce qui va se passer pour les 2 mois qui viennent. Donc, on va retenir l'importance du suivi des patients par rapport à ce que je viens de vous dire sur la hausse des parts de reviviscence observées en 2024. On avait même observé certaines semaines de début d'année, en janvier-février, une part de reviviscence qui pouvait atteindre 65 à 70% des accès comptabilisés chaque semaine. Importance, bien entendu, du diagnostic et de la prise en charge pour les patients isolés, de la prophylaxie et des mesures préventives pour les personnes qui se rendent dans les zones de transmission. Et quant à la perspective d'élimination, on espère pouvoir l'atteindre, si possible, en 2028.
Je vous remercie, je passe la parole à Sophie pour la dengue. Merci Louisiane. J'enchaîne donc directement avec la dengue. On change de sujet et je vous présente les actualités et évolutions récentes de l'épidémiologie de la dengue en Guyane. Avant de parler de l'actualité, je voulais juste vous présenter rapidement quelques points historiques. Donc, la première épidémie a été documentée en Guyane en 1943, première confirmation sérologique en 1965 et première épidémie de dengue hémorragique en 1991-1992. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite de l'Institut Pasteur de la Guyane, la circulation de la dengue entre 1991 et 2010 était plutôt endémique, avec 1 à 2 pics épidémiques qui survenaient tous les 1 à 2 ans. Et sur l'ensemble de cette période, les 4 sérotypes ont circulé. Donc jusqu'en 2026, la surveillance, elle était essentiellement virologique et portée par l'Institut Pasteur de la Guyane. 2006. Pardon. Et depuis 2006, l'INVS, qui est devenu Santé publique France, a été missionné pour mettre en place et coordonner un système de surveillance de la dengue. Et donc ce graphique présente l'ensemble des épidémies de dengue qui sont survenues depuis 2006 sur le territoire, également l'émergence de chikungunya et de Zika. Et donc, sur l'épidémie la plus à droite et donc la plus récente que je détaillerai un petit peu plus tard. Le dispositif de surveillance de la dengue en Guyane, c'est un système de surveillance multisource qui est coordonné par nous depuis 2006 et ça consiste en l'animation d'un réseau de partenaires qui partagent avec nous leurs données biologiques et cliniques et ce qui nous permet de faire une analyse hebdomadaire pour pouvoir faire un suivi de l'évolution spatio-temporelle de la circulation virale et un suivi également de la gravité. Et l'objectif opérationnel de cette surveillance, c'est vraiment d'orienter les mesures de prévention et de gestion qui sont coordonnées par l'Agence régionale de santé. Cette surveillance, elle est sectorisée depuis 2012, donc c'est-à-dire qu'on a découpé la Guyane en 6 secteurs où on a remarqué que la circulation virale était homogène au cours des épidémies. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir décrire plus précisément l'évolution de la situation dans chaque secteur pour pouvoir aider à la mise en place de mesures de prévention et de gestion qui sont vraiment adaptées à la situation épidémiologique dans chaque secteur, puisque parfois il y a des décalages temporels assez marqués. Voilà, je vais donc vous présenter maintenant l'épidémie de dengue la plus récente, celle qui est survenue en 2023-2024 et qui s'est terminée récemment en août 2024, qui est représentée sur ce graphique avec la courbe bleue qui représente le nombre total de cas cliniquement évocateurs sur l'ensemble du territoire et en dessous les plages colorées qui représentent la circulation dans les différents secteurs de surveillance. Donc fin 2022, on a enregistré 2 cas confirmés sporadiques, un qui était importé, un qui était autochtone. Et en avril 2023, on a identifié un premier foyer de circulation autochtone sur la commune de Kourou. Et puis la circulation a continué de s'étendre géographiquement sur cette commune et plus largement dans le secteur des savanes. Et en juin 2023, on a déclaré l'épidémie dans le secteur des savanes. La circulation a continué de s'étendre et en septembre 2023, on a déclaré le début de l'épidémie dans les secteurs de l'île de Cayenne et du littoral ouest. Bon, mes flèches, elles sont un petit peu décalées. Mais... entre novembre et décembre 2023, la saison sèche, elle s'est un petit peu prolongée et du coup, on a observé une stabilisation de la circulation de la dengue à un niveau modéré. Et c'est vraiment en janvier 2024 qu'on a pu observer une explosion du nombre de cas, une forte augmentation de l'activité, une généralisation à tous les secteurs. Et en 4 semaines, on a atteint le pic épidémique qui est survenu fin janvier 2024. Et puis c'est fin août 2024, donc assez récemment, que l'ensemble des secteurs se situaient à des niveaux infra-épidémiques et qu'on a pu déclarer la fin de l'épidémie de dengue sur le territoire. Au total, on a recensé près de 23 000 cas cliniquement évocateurs et 11 400 cas confirmés pendant toute la période.
pour vous parler un petit peu des sérotypes qui ont circulé pendant cette épidémie. Donc le graphique en bas de la diapositive présente les sérotypes qui ont circulé pendant les 3 dernières épidémies en Guyane. Donc la courbe la plus à droite représente l'épidémie la plus récente et on a observé vraiment que de janvier 2023 à septembre 2024, sur l'ensemble de la période, le sérotype dengue 3 a été majoritaire et surtout au départ, jusqu'à janvier 2024, il était presque exclusif et c'est un sérotype qui n'avait pas circulé depuis plus de 10 ans sur le territoire. Et à partir de janvier 2024, on a observé une co-circulation en proportion équivalente de la dengue 2 et de la dengue 3. Donc une dengue 2 qui était la même que celle qui circulait aux Antilles à peu près en même temps. En ce qui concerne les passages aux urgences codés dengue en 2023-2024, donc là je présente les graphiques des passages aux urgences pour les 3 centres hospitaliers de Guyane. On observe que le pic d'activité il est survenu en même temps que le pic épidémique et qu'au CHK, qui est donc le centre hospitalier du secteur des Savanes où a commencé l'épidémie, on observe bien 2 vagues de pic d'activité. Et au total, on a comptabilisé près de 3900 passages aux urgences. Et au pic épidémique, l'activité représentait 12% de l'activité des services d'urgence. Enfin, la surveillance des cas hospitalisés nous permet de décrire les caractéristiques des patients hospitalisés pour dengue dans les 3 centres hospitaliers de Guyane. C'est une surveillance qui est déployée depuis 2012 et les cas sont classés par les infectiologues référents selon les critères OMS 2009. Donc là, dans le tableau, on voit que sur les 641 cas qui ont été hospitalisés, 7% ont présenté une forme sévère de dengue. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes qui sont hospitalisées. C'est également le cas pour les dengues sévères. Les personnes hospitalisées, en grande majorité, ont moins de 45 ans, sont un petit peu plus âgées dans le cas de dengue sévère. On a comptabilisé 36 passages en réanimation et 11 décès sur l'ensemble de la période. Et cette surveillance nous permet également de décrire les facteurs de risque des cas hospitalisés pour dengue et dengue sévère. Sur l'ensemble des 641 cas hospitalisés, 61% n'avaient pas de facteurs de risque connus, et compte 53% dans le cas des dengues sévères. Parmi les facteurs de risque les plus fréquemment rencontrés, on a les comorbidités, diabète, affections cardio-pulmonaires, et puis les hémoglobinopathies donc, qui sont fréquentes en Guyane. Oui, parfait. Pour terminer, dernière diapo. Bien qu'on n'ait plus en situation épidémique de dengue, la Guyane reste un territoire très à risque d'émergence d'arbovirose, et notamment dans les actualités les plus récentes, l'oropush, qui est un virus qui est transmis par un moucheron qui est présent en Guyane et qui a déjà été à l'origine d'une émergence en 2020, a été l'objet d'une alerte OMS récente parce qu'il diffuse au-delà de sa zone habituelle de transmission, donc pourrait réémerger sur le territoire. Le chikungunya également, qui a fait l'objet d'une alerte OMS assez récemment suite à une recrudescence des cas dans la région des Amériques, sans oublier les autres risques d'émergence que Dominique Rousset va vous détailler après. Mais moi, je voulais profiter quand même d'aujourd'hui pour rappeler que même en période interépidémique, la prescription d'une confirmation biologique devant tout syndrome dengue-like est indispensable pour pouvoir détecter justement les émergences d'arbovirose sur le territoire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.